c'est un peu le sujet de la dernière partie, en fait, qui est plus j'ai mis résultat, c'est un peu plus une discussion, parce que je n'ai pas vraiment de données là-dessus, mais c'est plutôt un ensemble de questions que ce travail en observation m'a fait me poser, et que je vous pose aussi, et que du coup je suis allée voir un peu dans la littérature comment on se posait les questions, et s'il y avait des éléments ou pas. Mais je n'ai pas beaucoup d'éléments concrets pour y répondre là, aujourd'hui, quoi. Surtout qu'en fait, voilà, dès qu'on s'intéresse aux questions de transformation, c'est des questions qui se posent dans la durée, en fait. C'est des changements complexes, on a du mal à faire les relations de causalité, etc. Donc, je parle du coup de potentialité. Et puis un peu des conditions et des facteurs, en fait. Mais donc, du coup, c'était vraiment cette question de se dire, en fait, dans quelle mesure est-ce que ces groupes qui inventent un peu des nouvelles choses, elles ont une capacité d'aller diffuser plus largement. Et je vous propose 5 points en fait, de discussion. Et donc, je vous ai remis en bas le petit schéma qui était de dire, en fait, on peut se poser des questions dans quelle mesure elles arrivent à perdurer dans le temps, dans quelle mesure elles arrivent à avoir une extension géographique ou sociale, et dans quelle mesure elles permettent des transformations culturelles ou structurelles. Et la première question, en fait, c'est s'interroger sur le fait... voilà, on a un certain nombre de travaux qui se disent, en fait, il y a un des facteurs clés des transformations qui reposent sur la qualité des participants et de la participation. Et il me semble que nous, cette question-là, elle s'est posée par Claire Guillou, et puis je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, et Marine. C'était sur est-ce qu'il faut favoriser ou pas la diversité des participants dans les groupes. Et c'est cette idée de est-ce qu'il faut des groupes hétérogènes ou homogènes. Et ça pouvait se poser dans la question de est-ce qu'on mettait ensemble des groupes qui sont éloignés du changement ou qui sont avancés dans le changement, est-ce qu'on met ensemble des bio et non bio, des gens qui ont des cultures très différentes. Voilà, par exemple, dans le groupe TCS, ça a posé souci finalement que les gens aient des systèmes très différents pour pouvoir discuter. Ou est-ce qu'on met ensemble des ovins et des caprins? D'une certaine manière, les ovins, c'est un peu le projet Transat qui vous a dit travailler avec les ovins, mais finalement, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à les faire travailler ensemble, etc. Et évidemment, la question, elle est pas du tout simple, en fait. Ça dépend vraiment des étapes, du moment où on est, des objectifs qu'on vise. C'est-à-dire qu'avec l'homogénéité, ça peut être idéal pour créer de la confiance, pour favoriser des apprentissages, pour construire une identité de groupe. Mais inversement, quand on va favoriser l'hétérogénéité, on peut peut-être avoir accès à une diversité des perspectives, on peut avoir des nouvelles sources ou ressources pour innover, on peut jouer sur des complémentarités, on a une meilleure représentativité du territoire si on a un enjeu justement de transformer des choses à l'échelle du territoire, et puis on peut faciliter la diffusion hors du groupe en multipliant les gens qui sont dans des réseaux différents. Et puis une autre question qu'on trouve aussi dans la littérature, du coup qui revient juste tout de suite derrière, c'est si jamais on a une diversité d'acteurs en présence, comment on fait pour les faire coopérer? Parce que c'est plus difficile que quand on a une homogénéité. Et donc là, voilà, c'est pareil, on trouve un certain nombre de conditions ou de facteurs qui sont énumérés dans la littérature. Notamment, on retrouve souvent beaucoup de choses qui disent en fait, il faut un engagement absolument dans la durée. Or, finalement, donc il y a d'éviter ce qu'on appelle la participation jeton, je viens une fois, je m'en vais, etc. Or, finalement, c'est peut-être un peu à nuancer parce qu'on voit bien ce qui se passe dans les groupes-là. C'est pas le cas, on ne peut pas dire qu'il y a eu un engagement fort tout le temps dans la durée. Il y a aussi des choses qui sont possibles avec une dynamique plus lâche, en fait, avec des gens qui viennent, qui s'en vont, etc. Parce que tout ne se joue pas dans le collectif, on vient de le dire, il y a aussi des choses qui passent par ailleurs, et que aussi, il y a des moments où on a besoin de ça, où ça dépend aussi de la profondeur du changement qu'on vise. Si c'est juste un changement technique, c'est pas la même chose que si on vise à modifier la réglementation en termes d'engagement. Donc ça aussi, c'est encore une fois quelque chose à nuancer. Comme la question aussi de la co-construction, c'est pareil, un truc qu'on retrouve souvent, c'est que pour qu'il y ait des apprentissages vraiment forts, des transformations vraiment fortes, il faut qu'il y ait une co-construction à toutes les étapes de tout. En fait, là aussi, je pense que c'est quelque chose à nuancer, parce qu'en fait, on n'a souvent ni les moyens, ni le temps, et donc il y a peut-être vraiment bien des arbitrages, juste un changement technique ou un changement politique, mais ça dépend aussi de la maturité du groupe, etc. En gros, tout ce que j'ai trouvé, j'ai dit, il faut nuancer. Non, ce qui me semble vrai, par contre, c'est cette idée que coopérer, finalement, ça s'apprend, et que du coup, c'est bien de l'expliciter, et ça s'apprend pour les accompagnants, comme ça s'apprend pour les gens qui viennent, qui participent, et que ça peut donc prendre du temps, et qu'on peut donc souvent ce qu'on appelle prendre du temps pour la dynamique collective, mais c'est ça, c'est prendre ce temps pour ça. Et voilà. Et après, il y a deux choses qui sont discutées dans la littérature et sur lesquelles je voudrais passer un tout petit peu plus de temps. C'est le fait de l'importance ou pas d'expliciter et de discuter des orientations normatives. Voilà, et le fait de parler des enjeux politiques, enfin d'adresser les enjeux politiques plutôt.
Alors oui, alors avant ça, oui voilà. Donc cette question-là de partager, de qu'est-ce qu'on partage, elle peut se poser, enfin de partager les orientations normatives, elle peut se poser de manière plus large sur finalement qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que c'est la théorie des biens communs d'Ostrom, mais qui dit, enfin c'est juste inspiré de ça, donc je ne veux pas parler d'Ostrom là ici, mais c'est plutôt de se dire qu'il y a différentes choses qu'on peut partager finalement dans un groupe. On peut partager déjà des ressources et des compétences, des connaissances, des aptitudes, du matériel, etc. C'est un premier niveau. Ensuite, on peut partager aussi un cadre commun d'activité. C'est-à-dire comment on peut partager la représentation d'un problème, puis comment on va y faire face, comment on va se mettre ensemble pour travailler, etc. Puis il y a encore un autre niveau qui est justement, on peut partager ou pas des orientations normatives. Le pourquoi on fait ça et pour arriver à quoi, et donc les objectifs. Et la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'au-delà des pratiques, donc des ressources on va dire, et des pratiques, donc le fait d'être en activité en commun, est-ce qu'on doit absolument partager une vision commune ? Vision au sens de viser, de ce qu'on vise et comment on voit les choses. Et bien là c'est pareil, la question elle est finalement pas si évidente en fait, je trouve. Et on la trouve assez discutée dans la littérature. Donc nous dans notre cas, c'est ce que je disais. Il me semble que dans les groupes, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que dans les groupes auxquels on est en présence, là, il y a eu bien du partage de ressources, il y a eu bien du partage d'un cadre commun, parce que sinon on n'arrive rien à faire ensemble. Mais par contre, c'est beaucoup moins évident qu'il y ait eu une partage. Ce qu'on peut dire, c'est que probablement, enfin, il y a des grandes chances, mais encore une fois, c'est une hypothèse qui mériterait d'être mieux travaillée, mais que d'expliciter ces visions et de les faire dialoguer, c'est quand même un levier d'apprentissage. D'abord parce que la connaissance qu'on produit, elle dépend de ce qu'on cherche à savoir. Donc si on n'explicite pas, enfin, l'un dépendant de l'autre, si on ne l'explicite pas, on risque de trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché, ou inversement. En tout cas, ceux qui se sont posés la question vont trouver ce qu'ils cherchaient, ceux qui ne se sont pas posés la question vont trouver ce que les autres cherchaient. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où se jouent aussi les questions de domination. Donc voilà, donc en plus quand on n'explicite pas, on peut créer de la méfiance, l'idée qu'il y a un agenda caché, etc. et délégitimer au final les savoirs qui sont produits. Finalement, quand on fait ce travail d'explicitation, c'est aussi prendre du recul sur ses propres façons d'apprendre et ses propres préconceptions, etc., ou la façon dont on est capable de faire évoluer ses propres conceptions, et donc aussi les asymétries de pouvoir. Le fait que certains, faisant tout le temps ce travail d'explicitation, finalement, imposent d'une certaine manière la façon de faire sur d'autres qui ne le font pas. Et c'est aussi une façon d'articuler mieux les projets individuels avec le projet collectif. Mais finalement, partager par contre, donc expliciter ça, mais par contre les partager, être tous d'accord sur la même finalité, c'est pas pour autant forcément, ça peut être un frein comme un levier, il me semble. Ça peut être un frein déjà à l'engagement et à la participation, donc ça c'est pour ça qu'on parle d'agroécologie silencieuse, c'est que si derrière on voit un changement de modèle dans tous les domaines, parfois ça peut faire fuir certains, etc. Alors que dans un premier temps, ce qui nous importe, c'est déjà que chacun modifie un peu ses pratiques sans forcément voter écolo à la prochaine municipale. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc très souvent, et ça on en entend beaucoup parler, on met la politique au vestiaire, etc. Mais par contre, partager une même finalité, alors il y a quelque chose de très pragmatique, c'est que souvent ça peut être un levier d'efficacité quand on est dans une logique projet, où en 3 ans on doit arriver à un objectif. Si tout le monde est d'accord sur l'objectif, c'est plus facile de l'atteindre. Bon, il se trouve que de plus en plus, quand même, ces logiques projets, elles ne sont pas complètement cohérentes avec l'activité en général que vous menez dans vos groupes, et vous êtes plutôt dans l'articulation de différents projets pour une finalité qui est plus longue que la logique projet, donc ça relativise cette partie-là. Mais par contre, il y a quand même là encore, je dis, ça reste à explorer, mais cette hypothèse que pour un levier, pour des changements qui soient plus profonds et plus durables dans le temps, partager une même finalité, c'est un facteur de cohésion de groupe, de mobilisation sociale et politique au-delà de la mobilisation technique. Et c'est aussi souvent ce qui permet de construire un discours qui est construit et lisible et qui peut donc peser dans les institutions en place. Donc au final, voilà, on peut un peu résumer ça par encore une fois un exercice d'équilibriste de l'accompagnement entre des finalités qui soient assez précises pour faire sens dans les projets, mais quand même suffisamment flou pour que chacun trouve quelque chose, et surtout pour qu'on puisse réviser au fur et à mesure ces finalités. Donc c'est l'histoire de la cible, vous vous rappelez. Et pareil, il faut un cadre qui soit assez défini pour permettre d'agir, parce que sinon on peut juste ne rien faire, et en même temps assez souple pour laisser de la créativité et pour permettre le passage à l'action. Voilà, et donc on peut, mais là je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est que justement on peut aussi se poser la question plus particulièrement dans le cas de la transition agroécologique.
Est-ce qu'en fait, de mettre sous silence, d'une certaine manière, en termes de capacité transformative, au sens où on viserait que ces groupes-là influent plus fortement sur les dynamiques en cours. Je pense que ça reste vraiment une question posée. Comme je le disais, en fait, la transition agroécologique, il me semble qu'elle est très peu, voire pas du tout évoquée dans les groupes. Pour autant, on sait qu'elle est sous-jacente d'une partie des acteurs qui la portent. Enfin, la transition écologique, c'est dans les statuts d'Agribiodome, par exemple. Et c'est pareil, il me semble que la CCVD porte cette ambition sans forcément... Enfin, en le disant, plus ou moins, voilà. Donc, il me semble que c'est une question qui reste posée. D'autant plus que, d'un point de vue, est-ce que c'est un frein à l'apprentissage ou pas? Et si jamais on estime que c'est un frein, comment on opérationnalise? Si jamais on se dit, en fait, c'est important d'expliciter les différentes visions de la transition écologique et en discuter, comment on fait, en fait? Voilà, moi, la première, je ne sais pas exactement comment on peut faire, donc il y a une vraie question procédurale aussi, de à quel moment le faire, avec qui, etc. Et donc là, je voulais juste vous souligner que c'est une question de recherche que se pose un projet qui démarre, et dont un des terrains d'études est sur la biovallée, qui est piloté par Claire Lamine de l'INRAE, et qui se pose une question assez proche. Voilà. Plutôt sur la question vraiment du système... j'ai mis système alimentaire, mais c'est agri-alimentaire, quoi. Et qui se pose cette question-là. Donc je ne vais pas aller plus loin là, mais c'était pour vous le souligner. Et qui voudrait se poser la question, justement, se poser la question, y compris l'idée qu'en fait, on est sur des processus, comme je vous le disais, qui sont, en termes de transition agroécologique, qui sont ni linéaires, ni déterminés. Et donc, on peut se poser... on se dit que pour suivre et évaluer ces dispositifs-là, il faut aussi, finalement, des mécanismes d'évaluation qui soient eux-mêmes différents, quoi, eux-mêmes non déterminés et non linéaires. Et donc, c'était un peu cette idée-là qu'en fait, cette idée, dans ces cas-là, de proposer un suivi-évaluation qui lui-même, en fait, se fasse chemin faisant, et donc pas ex post ou ex ante. Donc, il cherche toujours à évaluer un peu entre ce qu'on vise et ce qu'on fait s'il y a une cohérence, mais qu'il le fasse de façon régulière et qu'il soit complètement intégré dans le processus de coproduction de connaissances lui-même pour le faire évoluer chemin faisant. Et donc, avec une question centrée sur la réflexivité. Alors, voilà, et ensuite, on peut chercher aussi, pareil, un peu dans la littérature, ce qu'on raconte sur le fait en quoi est-ce que ce serait un levier d'apprentissage. Et donc, mais aussi, on est poussé par ce système-là à aller chercher de la connaissance à l'extérieur. Par exemple, quand on met une fiche d'évaluation, on pose un certain nombre de questions, on acquiert en fait de la connaissance sur qui sont les participants, sur ce qui les motive, sur ce qu'ils font, etc. Donc, c'est une source d'acquisition. C'est aussi un support d'enquête pragmatique. De poser une question, où on se pose une question, on acquiert des données, on redéfinit la question, etc. Donc vous voyez, là je redécline en fait les mécanismes d'apprentissage pour montrer en quoi le suivi-évaluation est lui-même un fort support d'apprentissage. Et puis c'est un support de discussion en fait, puisqu'on oblige à expliciter les visions que chacun a derrière, ce qui est rarement fait. Et donc là, on a un bon support de débat. Et ça permet souvent un regard critique. Ouais, et ben j'ai la dernière. Voilà, et je crois que... Ouais, alors je vais très vite. Alors, il y a une question, je dis juste deux trucs sur adresser les enjeux politiques, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on peut se poser les questions en interne au processus, c'est cette question. Et c'est aussi de penser bien en amont la répartition des ressources, comme je disais, selon où on met les ressources, on aura sûrement plus d'activités, etc. Donc c'est dans le cadrage du projet. Et puis on peut se poser la question d'adresser les enjeux politiques, cette fois-ci en termes de portée politique du processus. Donc cette fois-ci, c'est de prendre en compte les différents enjeux. Et donc là, vous en avez parlé, en parlant de l'historique, etc. C'est-à-dire que le processus de coproduction de connaissances, il n'arrive pas à n'importe quel moment. Donc il y a une manière où il se pose, et inversement, dans l'histoire du territoire, etc. Et inversement, il peut peser d'une certaine manière ou d'une autre sur le territoire. Et donc, est-ce qu'on discute ou pas dans ces groupes, au-delà de prendre en considération ces enjeux, est-ce qu'on en discute des implications que la connaissance produite peut avoir, et voir plus loin, est-ce qu'on établit une stratégie pour articuler cette production de connaissances avec un changement visé sur le territoire, notamment pour influer la gouvernance. Et voilà, et la dernière, mais ça, c'est pareil, je cite juste le titre, et ben c'est parmi les conditions et les facteurs, on retrouve souvent aussi la question de jouer les cartes du territoire et du réseau dans la durée, c'est-à-dire, dans la durée, vous avez compris, c'est de faire durer les choses, poser dessus, mais aussi au réseau, notamment quand on est dans des choses innovantes, pour aller tisser des choses avec d'autres réseaux alternatifs et faire peser les alternatives sur les régimes dominants. Et voilà. Je vous propose
je suis désolée parce qu'on a un impératif de temps. On va conclure la présentation là et je vous propose qu'on continue l'échange au déjeuner. Du coup, ce ne sera pas capté, enregistré. Mais en tout cas, merci beaucoup Sabine, c'est un énorme boulot. Enfin, je pense que... Voilà. Et donc, comment je fais pour accompagner les accompagnants? Enfin voilà, c'était les deux pistes qu'on pourra discuter cet après-midi. Mais sinon, après, sinon, les autres choses, c'était sur les limites et les perspectives de l'étude, mais je vous en ai parlé. C'est une étude avant tout exploratoire, avec pas tant de données que ça, avec des difficultés méthodologiques liées à ce genre d'études transdisciplinaires. Et voilà. Et juste, on peut dire un mot par rapport à ça, parce qu'en fait, on peut se poser la question dans toute cette démarche, et par rapport, est-ce qu'il y a une spécificité sur l'agroécologie? Parce que chaque fois, on parle d'agroécologie. Et moi, je trouve qu'il y a un point quand même, c'est donner du sens à un projet et prendre du recul. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que, par exemple, l'autre jour, j'étais à une réunion technique avec un technicien et tout ça. On a parlé d'hyperconnectique, on n'a pas donné sens. Je veux dire, c'était aussi intéressant de voir que quand on donne du sens à un projet, on s'approprie. Voilà. Et voilà, je trouve que dans ton schéma d'accompagnateur, il y a vraiment des spécificités sur l'agroécologie. Enfin, pour moi, sur la transition agroécologique, que tu trouverais peut-être dans d'autres types de transitions. Mais cette idée, vraiment, on est dans le cas où on questionne non seulement un objet, l'agroécologie, mais aussi le fait d'aller vers. Et donc, on dit aller vers, c'est-à-dire quand est-ce, et est-ce qu'on discute ou pas de quel est ce vers et comment on y va? Oui, et là, on dépasse l'aspect technique. Oui, on a vraiment tout ça qui est peut-être la nouveauté par rapport à cette approche. Et qu'on a encore du mal à le faire. Ouais, je pense qu'en fait, elle est imposée par l'agroécologie parce que, comme je disais, pour les caractéristiques initiales d'incomplétude, d'incertain et d'indéterminé. Donc, du coup, c'est difficile d'avancer sans débattre avec et de toute façon, c'est un objet de débat dans la société. Et donc, on peut un peu le faire avec le mettre sous silence, mais jusqu'à quelle mesure jusqu'à quel point et dans quelle mesure et quel effet ça produit de le mettre sous silence. Comme je disais, la réponse, elle n'est pas si simple. Encore une fois, la technique du premier pas, on sait que ça marche quand même. Enfin, ça a été quand même... D'en rester à des aspects techniques, pour plein de raisons, ça peut marcher. Aller au-delà, ça a d'autres effets aussi. Moi, je voulais juste remercier Sabine pour avoir réussi à décrire avec une grande finesse ce travail d'accompagnant dans lequel on se met quand même très partiel. Ouais. Et du coup, toute cette méthodologie qu'on essaie d'utiliser à Grisons, mais qu'on ne sait pas explorer, on la connaît, mais on n'a pas un mot dessus. Et donc c'est vrai que nous, ça nous aide à mieux en parler, à mieux l'expliquer. Et puis, c'est chouette qu'une communauté de communes pose la question de ça, parce que ça nous aide aussi, nous, à mieux expliquer ce travail-là à des financeurs, ça nous aide à mieux le vendre, parce qu'on n'a pas des résultats qui sont forcément tangibles, forcément visibles, et pourtant il y a toute une méthodologie derrière qui permet de faire évoluer les choses de manière beaucoup plus discrète. Donc voilà. Merci.